Bonjour à tous, on se retrouve pour le chapitre 7 avec les éléments de ligne d'un circuit frigorifique. J'ai décidé de vous en présenter 13 qui me semblent assez importants que vous les connaissiez. Alors le premier c'est l'éliminateur de vibration, donc les Vibraflex numéro 1. Après en 2 on a le séparateur d'huile. En 3 on a la vanne à main, j'en profiterai pour présenter la vanne de service. En 4, c'est le clapet, clapet anti-retour. En 5, il va y avoir toutes les vannes de régulation. Alors, cette partie-là, je vous demanderai d'être très attentif. En 6, c'est le réservoir liquide. En 7, la soupape de sécurité. En 8, le filtre déshydrateur. En 9, le voyant liquide. En 10, l'électrovat avec sa bobine. En 11, de l'isolation, donc tube et plaque. Et en 12, une bouteille anti-coup de liquide. Et en 13, les pressostats. Du coup, on attaque directement avec l'éliminateur de vibration. Alors, si j'enlève l'image, c'est mieux. Hop, on passe sur les Vibraflex. Ça ressemble à ça. Donc, c'est à souder. Souvent, donc, on a un revêtement cuivre aux extrémités pour pouvoir braser avec de la baguette classique à la 5%. Un Vibraflex à l'intérieur, ça ressemble à ça. Donc c'est un accordéon cuivre ou inox qui va permettre d'amortir les vibrations sur un circuit. Alors si on revient sur le circuit, hop, on le voit, on l'a positionné à la sortie donc du compresseur pour montrer que c'est là pour éviter de transmettre les vibrations du compresseur. Les vibrations, ça a deux effets, ça va casser les soudures et user les cuivres qui vont être en contact. D'où l'intérêt de mettre ces éléments là. Donc après on passe sur le séparateur d'huile. Donc juste le symbole du Vibraflex, ça ressemble à ça. Donc normalement on en met deux dans les deux sens. Si on doit vraiment protéger des vibrations, il en faut un qui va isoler. Donc un Vibraflex c'est fait pour protéger contre les vibrations latérales. Donc celui-là il isolera par exemple si le compresseur est en partie basse avec une canne ici. Celui-là il isolera des vibrations donc du haut vers le bas, et si on doit isoler des vibrations latérales, il faudra un autre Vibraflex vertical qui lui isolera des vibrations horizontales. À savoir que les Vibraflex sont fonctionnels à partir du moment où l'aval est fixé. Il faudra mettre donc un collier isophonique en sortie de Vibraflex. Donc là, on met nos deux Vibraflex, sortie, collier isophonique, et après on part sur la ligne vers le condenseur. Donc maintenant le séparateur d'huile. Donc le séparateur d'huile, c'est un élément relativement simple. On a le fluide qui rentre sur la partie supérieure ou en partie latérale, qui va rentrer donc à très grande vitesse du fait de sortir du compresseur. Il va être directement bloqué. Donc là on voit sur cette spirale qui va projeter l'huile dessus, qui va se retrouver donc à s'égoutter dans la partie basse de la bouteille, et le fluide va repartir sur la partie latérale. On voit en bas, on a un flotteur qui permet de faire l'ouverture de l'aspiration sur l'huile lorsque il y a suffisamment d'huile dans la partie basse. Donc là, l'huile va monter, le flotteur va se soulever, il va libérer la partie donc tuyau d'aspiration qui revient directement au compresseur, et voilà, ça va injecter l'huile sur le compresseur. Le symbole, c'est ça. Donc le fluide, mettons, il rentre par là, il est projeté sur la plaque, il tombe dans le fond, enfin lui il tombe dans le fond, le fluide continue sur la partie droite, et l'huile repart au compresseur. Maintenant on va parler
non, c'est pas ça, des vannes. Donc là, si on reprend sur le schéma, les vannes, elles sont ici. Alors moi, j'ai décidé de vous présenter par la même occasion les vannes de service. On a les vannes à main ici, donc celle qui est présente sur le schéma, et la vanne de service, donc qui se manipule avec une clé carrée. Donc, la clé carrée. Donc là, si on regarde les deux vannes, elles sont vraiment différentes. La vanne à main, elle est là vraiment pour isoler une partie du circuit. Donc là, on voit, on a la partie que l'on va manipuler manuellement qui va bloquer la partie amont de aval de la vanne. Et la vanne de service, donc souvent fixée directement sur un compresseur ou sur une bouteille liquide. Elle a sa tige de vanne en 5, ses prises de pression pour venir s'y brancher dessus, venir mettre un pressostat dessus. En 3, ça va être le départ de la vanne. Donc, mettons sur une conduite d'aspiration, ça va être la ligne d'aspiration qui viendra de ce côté. La partie rotaloc, la partie à visser, donc la partie 4, qui va venir se fixer directement sur le compresseur avec un joint téflon à changer à chaque manipulation. On a une partie presse étoupe en 7. La tige de vanne qui est donc le 5 et qui va être la partie que l'on va pouvoir manipuler depuis l'extérieur au niveau du 6. On va avoir aussi un bouchon qui protège la tige de vanne. Du coup, si on reprend le fonctionnement de cette vanne, si on la positionne en siège avant, donc la tige va arriver ici, ça va bloquer la partie aspiration de la partie compresseur. Ça va isoler les deux parties, ce qui va permettre d'intervenir sur l'une des deux parties, sans avoir à évacuer, mettons, tout le fluide. On a la partie 1, donc, qui lui est une prise de pression pour un pressostat, qui va être toujours en lecture lorsque la tige de vanne sera en siège intermédiaire. Donc intermédiaire, c'est ni en partie avant, ni en partie arrière. Donc maintenant, si on met la tige en siège arrière, on vient isoler la partie arrière de la vanne. Donc la prise de pression 2 ne sera plus en relation avec le circuit. De ce fait, on va pouvoir brancher nos manomètres dessus sans avoir à vider l'installation. Ce qui va nous permettre de faire des relevés de température et de pression par la suite en remettant la tige en lecture après avoir posé nos manomètres. Les symboles, donc une vanne à main, c'est une vanne avec un T dessus. Et les vannes de service, on a l'habitude de les dessiner comme des vannes 3 voies avec les organes dessus piqués. Donc là, si on devait mettre un pressostat, on le mettrait d'un côté et un rond avec une aiguille pour notre manomètre. Après la vanne à main, on part sur le clapet en tire-tour qui va nous permettre d'éviter des retours de fluide sur la partie inverse de la flèche, donc là vers la vanne. Alors si je reviens sur mes dessins, clapet en tire-tour, voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est pareil, c'est abrasé. C'est pour éviter donc là que le fluide revienne dans ce sens-là. C'est composé donc d'un ressort. Le fluide peut pousser dans ce sens-là, mais il ne pourra pas revenir dans ce sens-là. Ils sont tarés pour une dépression de fonctionnement. Donc là, la pression maximum, c'est 46 bars. Hop. Les symboles, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est le symbole que la plupart feront parce qu'il est plus simple à comprendre que celui-ci. C'est le même symbole qu'une LED en électronique. Donc on peut voir que le sens du fluide, par contre, il est inversé par rapport au sens de l'électricité. Donc le fluide arrivera de ce côté-là, poussera la partie bille pour passer dans ce sens-là. Et si on repasse dans l'autre sens, la bille bloque le passage du fluide. Là, c'est le même principe. Dans ce sens-là, ça sera passant. Et dans l'autre sens, ça veut dire que ça ne pourra pas passer. Voilà. Après, donc gros chapitre là sur les vannes de régulation. Donc une vanne de régulation, c'est une vanne qui est réglable manuellement, donc avec des pressions de fonctionnement, mettons, je sais pas, une KVP qui sera réglable entre 2 et 6 bars.
on ne pourra pas descendre en dessous de 2 bars. Donc commençons avec la KVP. C'est une vanne qui se met en sortie d'évaporateur. Elle est ici. Elle est là pour maintenir une pression d'aspiration et pour avoir des températures de chambre froide différentes. Donc là on voit ça sera installé, donc les KVP sont installés sur les chambres froides les plus chaudes. Seule la plus froide n'en aura pas. Elle aura un clapet un tire-tour à la place. Car c'est la température en fait d'aspiration que l'on souhaite dans notre installation. Donc la KVP va baisser la pression d'évaporation de 0 degré à moins 10 degrés. Donc ici on sera à 0 degré, ici on sera à moins 10. Pour que ça fasse un mélange homogène et que nous n'ayons pas de retour de pression dans la partie évaporateur le plus bas. Maintenant on a la KVR. La KVR elle se monte en sortie de condenseur pour réguler la pression de condensation. Elle est installée avec une KVD ou un clapet NRD. Pour bypasser le condenseur, en fait c'est une installation qui se réalise lorsque les groupes sont en extérieur et qu'ils vont être sujets à des basses températures, à des grosses fluctuations entre l'été et l'hiver par exemple. Pour compenser la perte de pression liée à la température très basse l'hiver, on va mettre cette vanne qui va maintenir une pression dans le condenseur pour avoir quand même un bon échange et une bonne évacuation de l'énergie sur le condenseur, et une partie qui sera directement bypassée sur la bouteille avec un clapet NRD ou une KVD. Justement, continuons. Donc la KVD, elle se monte en parallèle du condenseur, donc entre le condenseur et la bouteille. Voilà, elle est toujours montée en parallèle avec une KVR. Pas grand chose de plus à dire, c'est des vannes qui vont réguler les débits entre le bypass du condenseur et la partie maintien de pression dans le condenseur. Maintenant la KVL, donc c'est une vanne qui se positionne avant le compresseur. Elle est là pour maintenir une faible pression entre elle et le compresseur pour éviter au démarrage que le compresseur ait à forcer énormément. Elle est là pour éviter que du fluide stagnant monte en pression sur la partie BP et gêne le compresseur lors de son démarrage. Elle se monte donc à l'aspiration du compresseur. Et la petite dernière, la KVC, elle se monte entre l'aspiration et le refoulement du compresseur. Maintenant, on en voit de moins en moins du fait que les compresseurs soient inverters, mais elle peut être montée pour des maintiens de pression au niveau du compresseur. Donc la KVC, en fait, c'est l'inverse de la KVL. Elle est là pour maintenir une pression suffisante à l'aspiration du compresseur. La bouteille liquide, si on reprend sur notre schéma, c'est le 6. Hop, schéma en 6, la bouteille est ici. Donc elle, son rôle, c'est stocker du fluide à l'état liquide à la sortie du condenseur. Donc j'ai dit 6, ça ressemble à ça. Donc là, il existe deux types de bouteilles, les petites horizontales ou verticales. Et après, on a des très grosses capacités pour les très grosses installations. À l'intérieur, on a une tige plongeuse comme sur les bouteilles de fluide pour charger les installations. Elle permet d'envoyer uniquement du liquide sur la partie détendeur. Donc là, si on regarde notre schéma, hop, on a la partie ligne liquide après la bouteille qui va être jusqu'au niveau du détendeur là. Et c'est pour avoir un bon apport en liquide jusqu'au détendeur. Et compenser les fluctuations de demande. Les symboles, rapidement, on a la bouteille horizontale avec une tige plongeuse pareil qui vient évacuer le fluide sur la partie détendeur, et la verticale pareil. Maintenant on va passer à la soupape. Donc, la soupape, elle est en 7. Bon, on en voit très rarement, mais sur les grosses installations ça peut être
préconisée, voire imposée pour la sécurité. Du coup, elle est là pour dégazer du fluide lorsqu'il y a une trop forte pression sur l'installation. Donc une soupape, ça ressemble à ça. On a donc la partie où on va avoir le lien avec l'installation et la partie dégazage qui est sur le côté. À savoir qu'une soupape en froid ne dégaze pas immédiatement la totalité, mais va d'abord dans un premier temps essayer d'abaisser la pression avec une fuite de l'ordre d'une dizaine de pourcents. Et après, si la pression continue de monter, elle s'ouvre à fond et évacue l'intégralité du fluide. Une soupape aussi est à usage unique. Lorsqu'elle a été ouverte, il faut la changer. Là en fait une soupape ça peut être réglable, donc avec la partie ressort et vis sur la partie amont. Voilà, son symbole c'est celui-ci. Pas grand chose à dire. La partie lecture avec le circuit, la partie évacuation. Maintenant on va passer au 8, le déshydrateur. Donc le déshydrateur, lui, son rôle c'est d'enlever l'humidité du circuit, éviter d'avoir des impuretés qui circulent et une hausse de l'acidité dans le circuit. Donc là, je vous en ai mis deux. Deux types de déshydrateurs. On a le déshydrateur que l'on va braser des deux côtés qui n'a aucun moyen d'être nettoyé, et le déshydrateur à cartouche où on va le déboulonner pour enlever la cartouche. À savoir que les cartouches peuvent être mis dans des étuves pour être déshumidifiées. Bon, ça n'enlève pas les impuretés, mais dans le cadre d'une première mise en service sur des très grosses installations, on peut avoir des filtres à cartouches que l'on va mettre pour la première mise en service, et au bout d'une semaine ou deux, venir et les remplacer par des nouveaux, ou les nettoyer et les remettre. Alors à l'intérieur, pas grand chose à dire. On a la partie tamis, la partie billes qui sont là pour capter l'humidité et l'acidité. Donc là, même principe, hein, sauf que les cartouches, c'est un agglomérat de billes hygroscopiques qui sont sur le pourtour de la cartouche. À savoir qu'on peut avoir aussi, donc un déshydrateur normalement n'a qu'un sens de fonctionnement. Pour le cas des installations réversibles, on peut avoir des déshydrateurs spéciaux qui ont double sens, qui peuvent être passants dans les deux sens et qui fonctionnent correctement dans les deux sens. Le déshydrateur, son symbole, c'est ça. Maintenant, le voyant liquide. Donc là, le voyant liquide, bon, je vous en ai mis un, mais sur le circuit, il est ici en 9. Hop. Donc voyant liquide, pas grand chose à dire. Lui, il est là pour visualiser ce qui se passe dans l'installation. Mais surtout pour voir si on a de l'humidité ou non grâce à la pastille qui va indiquer s'il y a trop d'humidité dans le circuit ou pas. Hop. Donc là, pas grand chose à dire, c'est une vitre qui permet de voir l'intérieur du circuit. Et le symbole de rond. Bon, maintenant en 10, on a l'électrovanne. C'est une vanne qui est pilotée électriquement. Ça ressemble à ça. Donc là, vous en avez avec différentes têtes de vanne, hein. C'est la partie magnétique et le corps de vanne. Donc on va le voir après sur sa composition. Donc une vanne, en fait, elle est composée, donc une électrovanne, pardon, elle est composée de la partie mécanique. On va avoir un genre de petit piston qui va être attiré par la partie magnétique et relevé lorsqu'on veut que la vanne soit passante, et la bobine donc n'est plus alimentée, cette tige redescend et bloque le passage du fluide.
C'est très utilisé lors des régulations pump down, c'est-à-dire que le fluide va être bloqué sur la partie HP avant l'arrêt du compresseur. Alors le symbole de l'Electrovan, c'est ça. Hop. Donc là après je vous ai fait un petit chapitre sur l'isolant. Je pense que la partie écrite pourra vous être utile. Pas grand chose à dire, donc l'isolant on le trouve sous plusieurs formes. Donc là, si je repasse dessus, hop, on a le tube qu'on va enfiler sur notre tuyau. Il est du diamètre du tube pour la partie intérieure et de l'épaisseur qui est liée à la température du fluide pour la partie extérieure. Donc plus le fluide sera froid, plus les épaisseurs d'isolant seront importantes pour éviter la condensation et la création d'eau autour de ces tuyaux. On a le tube fendu, donc avec sa colle. On a la bande Armaflex qui permet d'isoler des organes un peu difficiles ou des endroits compliqués à isoler. Et les plaques pour isoler des éléments tels que des bouteilles ou des éléments plus gros. Donc le principe de l'isolation, c'est avoir de la mousse qui emprisonne de l'air. C'est l'air qui crée l'isolation. Donc là on voit, c'est les petites billes que j'ai mis dans le schéma. Si on doit le schématiser, bon c'est très rarement fait, mais on rajoute un tube par-dessus avec des hachures pour dire que c'est isolé. Donc là si on passe à la suite, après l'isolation en rond, c'est la bouteille anti-coup de liquide. Donc une bouteille anti-coup de liquide, c'est là pour éviter que du fluide à l'état liquide arrive jusqu'au compresseur. Ça ressemble à ça. Donc la bouteille anti-coup de liquide, c'est exactement l'inverse de la bouteille liquide. On va avoir une tige qui est là pour prendre uniquement de la vapeur en sortie. Donc là, si je mets le schéma, hop, on a la partie aspiration compresseur qui est là et la partie donc, qui arrive de l'évaporateur ici. Le fluide à l'état liquide va tomber dans la partie basse, mais en partie haute, on ne va aspirer que la vapeur. Son symbole, c'est celui-ci. Donc pareil, c'est l'inverse d'une bouteille liquide. Avec la tige plongeuse pour la partie entrée et pas du tout de tige pour la partie aval. Et le dernier, le pressostat. Donc pressostat, élément de régulation très important. Alors, un pressostat, ça ressemble à ça. On a un pressostat simple et un pressostat combiné, donc souvent utilisé pour de la sécurité. Le principe de fonctionnement, on a un ressort qui appuie sur un soufflet où le fluide va lui comprimer et donc pousser dans ce soufflet pour essayer de remonter. Le ressort bloque et maintient donc jusqu'à une certaine pression le contact ouvert ou fermé suivant lequel vous en avez besoin. Et lorsque la pression est trop élevée, il va du coup enclencher ce contact et indiquer à la partie électrique que la pression est trop élevée ou trop basse suivant le type de pressostat. Les symboles, je vous en ai mis toute une série. Le combiné HP-BP sécurité, un BP sécurité, un HP sécurité, un BP régulation, un HP régulation. Donc, tiens, tant qu'on y est sur le HP, le BP régulation, le BP régulation, lui, va réguler souvent le compresseur pour une régulation pump down, pour l'arrêt du compresseur une fois que la pression BP est basse. Et le HP régulation, lui, sera plutôt pour une régulation de la ventilation, donc du ventilateur condenseur ou des ventilateurs condenseurs, avec plusieurs pressostats. Donc c'est sur cet élément que je vous laisse. À bientôt.